Chers amis cinéphiles et mélomanes, bonjour. Aujourd'hui, le 7 juillet 2024, troisième épisode de mes petites chroniques quotidiennes. Je suis derrière le Muséum d'Histoire Naturelle de Neuchâtel. Comme le temps est très maussade, il fait froid, la pluie menace à tout instant, je me suis mis dans un abri à l'arrière du dit muséum. Et il faut dire que hier, nous avons eu un rehaussement de la qualité et qui s'est fini en apothéose. Je vais vous en parler avec un film incroyable. J'ai mis un 6 sur 6. Et oui, c'est un miracle digne de l'apparition de Jésus, hein. Alors là, croyant ou pas, c'est allégorique. Et suite à la désastreuse première journée du vendredi, le 5 juillet, donc là, on a eu un rehaussement grâce à ce film et deux rétrospectives, plus que par les films modernes. Mais là, en l'occurrence, ce chef-d'œuvre dont je vais vous parler, c'est un film moderne. Donc c'est un miracle. Alors, nous avons commencé hier par une rétrospective, celle sélectionnée par Asia Argento. J'en ai sélectionné deux sur les quatre qu'elle a sélectionnées, deux qui ont été diffusées hier, à mon avis, pour des raisons pratiques, afin que la demoiselle ne s'attarde pas indéfiniment au festival, mais je referme cette parenthèse. Donc il y avait Peeping Tom, un film british de 1960 par Michael Powell, film qui a été immédiatement conspué, censuré, normal pour l'époque, le contexte très british, très puritain. Et ce film raconte l'histoire de Mark Lewis qui travaille dans le cinéma. Et celui-ci a une fascination pour la peur et le fait de filmer la peur par l'entremise de l'assassinat de jeunes femmes. Donc il a un espèce de dispositif avec un trépied puis une pointe, un miroir fixé juste en dessous d'une caméra sur ce trépied. Il poignarde ses victimes et il filme leur agonie, leur peur et leur mort. Donc on voit que le sujet était, disons, très sulfureux pour l'époque, même si très rapidement il y a eu Blood Feast aux États-Unis qui allait carrément dans le gore dès 63, si ma mémoire est bonne. Donc pourquoi ce Mark Lewis fait ça? Eh bien, il raconte dans le film, et notamment à sa voisine Hélène, qu'il a eu un père fasciné par cette peur. Alors lui, pas au point d'assassiner, mais enfin, il provoquait la peur de son enfant par divers subterfuges et il filmait ça. Donc déjà, c'est très malsain. Et ce père filmait donc la peur. Donc on voit là qu'il y a un père intrusif et un père ne doit pas faire ce genre de choses. Voilà, ça c'est le scoop du jour. Un père doit rassurer, protéger, émanciper. D'ailleurs, il est beaucoup question de la figure paternelle dans les films que j'ai vus hier, globalement. Donc le père incarne tout ça, normalement, dans l'idéal, hein, bien entendu. Ça peut être aussi une femme qui incarne cette autorité. Mais on va dire que le père incarne la loi et les interdits, principalement. Donc il ne doit pas brimer, pas étouffer, mais il doit fixer des limites. Il doit rassurer et protéger. Et là, notre cher Mark Lewis, c'est Mark Lewis, hein? Mark Lewis, je ne suis pas encore assez réveillé, a eu un père comme ça, donc on va dire que c'est la justification de ses crimes. Donc il y a cet aspect voyeurisme, Peeping Tom, le voyeurisme. Mais là, ça va bien au-delà du voyeurisme, parce que le voyeurisme s'arrête en général à la contemplation des corps, mais au-delà du classique mannequinat et ce genre de choses, on va dire un voyeurisme des personnes dans des situations intimes. C'est ça le voyeurisme. À ne pas confondre avec la pulsion scopique, qui est tout simplement l'admiration pour la beauté, qui est très présente chez l'homme. Bien. Donc, ce qui est intéressant dans ce Peeping Tom, c'est Hélène, sa charmante voisine qui porte intérêt à ce Mark Lewis, qui petit à petit va gagner sa confiance et même son amour. Donc,
Ce qui est intéressant, et je pense que c'est ce qui a touché Asia Argento dans ce film, et c'est pour ça qu'elle l'a sélectionné, c'est que nous voyons quelqu'un qui a des traumas, qui est touché par une personne qui porte un intérêt sensuel et affectif et amoureux, mais il n'arrive pas à vivre cet amour à cause de ses traumatismes. C'est ça, à mon avis, le grand intérêt de ce film. Et voilà, donc quelqu'un qui a un logiciel de base trop abîmé, même s'il est touché, même s'il voudrait, on va dire que ses démons prennent le dessus. Et je pense que peut-être qu'il y a une analogie, peut-être, évidemment je ne la connais pas intimement cette chère Asia Argento. Alors les gens qui sont très publics, plus ou moins publics, il y a divers éléments, comme un puzzle, comme une enquête policière, et parfois quand on regroupe certains de ces éléments, on peut avoir un faisceau de présomptions. Donc moi, à mon humble niveau, je me dis que j'ai un faisceau de présomptions sur le fait que, sans aller dans des théories extrêmement alambiquées, on peut quand même soupçonner, subodorer, supputer que ce film parle à Asia Argento quand même par assimilation, par miroir. Les films qui nous touchent le plus, en général, nous sont des miroirs de ce qu'on a vécu ou des miroirs de certains aspects de soi. Donc j'ai mis 3 sur 6, c'est moyen. C'est un film de 1960. Il y a quelques longueurs, mais c'est un film très sympa. Et puis c'est très chouette de voir cette époque avec les costumes. C'est tellement beau et élégant. Hein, aujourd'hui, c'est très différent. C'est plutôt... bon, on va dire c'est différent. Voilà, à chaque époque génère sa beauté ou sa laideur. Je pense qu'il y avait des choses laides aussi en 1960. Ensuite, nous avons eu un film japonais de Naito Eisuke, E-I-S-U-K-E, Toxic Daughter. Alors là, nous avons un film puéril, adolescent et punk, avec la contestation de l'autorité. Nous y revenons, l'autorité paternelle. En l'occurrence, dans ce film, on a un père qui a la main mise sur une famille recomposée. Donc, un père plutôt autoritaire, mais pas forcément malsain et mauvais. C'est ce qui est le parti pris de ce film. Alors qu'en réalité, un père peut avoir une certaine autorité, mais en même temps être un bon père. Parce que de toute manière, les pères qui n'ont aucune autorité, qui ne posent aucun cadre, fût-ce une autorité un petit peu pesante de temps en temps, c'est quand même mieux qu'un père indifférent, un père je m'en foutiste, et je ne parle pas alors ensuite des alcooliques et toutes les déclinaisons violents et compagnie. Donc c'est là où je trouve le film très puéril. Donc nous avons ce côté puéril par l'adolescente de la famille qui va avoir une espèce de relation amicale avec une autre jeune fille très punk, très anarchiste, qui va causer du désordre, qui va causer même des dommages physiques à une autre camarade de la jeune fille en question. Et voilà, alors le film se déroule là-dessus. Ces deux adolescentes, c'est les 400 coups de Virginie, hein, un film classique français. Et ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est que nous avons l'épouse. Alors c'est japonais, c'est très posé, c'est limite débilitant, parce que alors pendant une grande partie du film, on a ce côté japonais vraiment millimétré, très posé. Les Suisses, nous, en comparaison, on est des anarchistes totaux, quoi. Je veux dire, alors qu'on a déjà cette réputation d'être plutôt discret, posé, on fait attention, où on met les pattes. Enfin bon, bref. Donc on a cette épouse qui veut travailler dans le stylisme et dans la création, et son mari ne lui veut pas. Il lui dit je veux faire un enfant. Elle dit oui, ok, plus ou moins ok. Et puis l'entourage de l'épouse en question, on lui dit mais tu peux très bien faire les deux. Et personnellement,
J'ajouterais que s'il existe encore des hommes comme ça en Occident, je leur suggérerais de laisser leurs femmes faire leurs activités. Parce que sinon, ça crée des catastrophes. Ce n'est pas viable. On ne peut pas dire à son épouse reste à la maison, c'est plus possible. Donc, autant que l'épouse devienne épanouie et sereine, elle a son activité. Et ensuite, pour le ménage au sens littéral du terme, les tâches ingrates ou plus ou moins ingrates, on s'arrange, on discute, on s'arrange. Voilà, on fait du mieux qu'on peut avec bienveillance et tolérance. Donc bien évidemment, ce père-là, lui, il dit non. C'est là où on peut lui reprocher, à juste titre. Mais de là à ce qu'il se fasse violemment assassiner par ces deux jeunes filles, donc sa fille et cet ami punk, c'est vraiment là où je trouve le film d'une puérilité, enfin c'est ridicule à souhait. Donc voilà, j'ai mis 2 sur 6 sur ce toxique d'auteur. Ensuite nous avions Maxine de Ti West, alors j'aime bien prononcer à la française et non pas Ti West. Mais bon, ça c'est purement gustatif, hein. Alors c'est le film phare du festival, on en fait toute une montagne et moi-même je me suis laissé un peu entraîner dans le marketing, hein. Je me fais toujours avoir par le marketing du NIF, mais c'est pas grave, je suis consentant, ça fait partie du jeu. Que ce soit un bon film ou pas, de toute façon, bon, il y a l'aspect marketing. Bon, alors Maxine, eh bien, figurez-vous que j'ai été extrêmement déçu par ce Maxine, avec, malgré la présence de la très très charismatique Mia Goth, actrice, mannequin, très belle, évidemment, fascinante, de charme et de beauté, cette actrice. En plus, Ti West la met très très bien en valeur dans ce film. Mais le contenu du film, que ce soit sur le fond comme sur la forme, c'est vraiment... Donc qu'est-ce qu'on a dans ce film? On a un mélange de tout un tas de choses. La secte sataniste, avec bien sûr le père de la jeune fille, qui est à la tête de cette secte, qui tue des jeunes femmes. On a de la caricature de Diallo avec le meurtre de l'ami de Mia Goth dans le film de Maxine, qui est un black propriétaire et gérant d'un vidéoclub, puisque le film se déroule dans les années 80. Donc je dirais sur ce plan-là qu'il ne suffit pas de changer les sexes des personnes et éventuellement leur ethnie avec des images à la Dario Argento, avec le fétichisme de la larme blanche. J'en ai parlé dans mes vidéos sur René Château et la Maison de la Terreur. Je fais un petit peu mon autopub, j'espère que vous me pardonnerez ça quand je le fais. Donc un mélange un peu de n'importe quoi, la secte satanique, le Diallo, le tueur en série, teinté d'une histoire rocambolesque d'une actrice porno, donc Mia Goth, qui se la joue je le vaux bien parce que je le vaux bien, je veux tout parce que je le veux. Donc oui, on n'est pas dans une pub de L'Oréal, hein. Alors certes on est dans un exercice de l'imaginaire, mais il faut quand même que l'imaginaire crée un monde plus ou moins crédible, n'est-ce pas? Et là c'est pas du tout le cas. Donc cette actrice porno qui se veut devenir une vraie actrice par l'entremise d'un film d'horreur. Donc voilà, c'est du grand n'importe quoi en fait ce Maxime, du grand n'importe quoi. Dommage parce que Pearl était excellent, donc c'était le précédent film en 2023 de Ti West, avec la même actrice, et là le film était fabuleux, j'avais mis 5 sur 6. Donc voilà, alors Mia Goth est très belle, très fascinante, mais ça ne fait pas tout, ça ne fait pas un film. Alors en fait, finalement, dans ce film, Maxine, on ne voit qu'elle, en se disant « Ah, qu'est-ce qu'elle est jolie, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est fascinante !» Et puis le film, l'histoire est très accessoire, en fait, elle en devient même très secondaire, voire inexistante. Donc à la rigueur...
Un reportage sur l'actrice aurait été plus simple, meilleur. Évidemment, ça n'aurait pas fait un film. Enfin bon, c'est une petite blague au passage. Donc j'ai mis 1/6, ça vaut pas plus. Donc mauvais. Ensuite, nous avions une deuxième rétrospective, un film Les yeux sans visage, un classique français de Georges Franju. Alors j'en avais entendu parler, mais je ne l'avais jamais vu. C'est un film, disons, célèbre. Et là, c'était l'occasion de le voir sur grand écran. Et nous avons eu Asia Argento qui est venue nous dire un mot. Elle était vraiment super chou. Elle a parlé de ce film, alors dans des termes plutôt de ressenti, plutôt que explicatif, mais ça a sa valeur. Hein. J'en ai déjà parlé de cet aspect-là dans mes vidéos de 2023. Et ce qui était bizarre, c'est qu'elle avait une jupette, un peu années 50-60, et puis surtout des chaussettes et des chaussures genre écolières des années 50 ou 60. Donc c'était... Bon, moi je ne fais pas trop attention aux vêtements d'habitude, mais bon, là ça m'a sauté aux yeux. Enfin, bref, elle a dit qu'elle adorait ce film. Et donc Les yeux sans visage, ça raconte l'histoire d'un chirurgien, le professeur Génessier, je crois, qui a eu un accident de voiture et sa fille a le visage défiguré, Christiane. Et donc, son obsession, à l'aide de son assistante, jouée par Alida Valli, qui est une femme avec des yeux comme ça, typiquement une beauté d'époque, j'allais dire. Donc le film date de 1960 aussi, comme Peeping Tom. Donc ce chirurgien va kidnapper des jeunes filles qui ressentent, par l'entremise de sa rabatteuse uniquement, lui il s'occupe de la suite, donc il y a la rabatteuse, son assistante, Alida Valli, ça c'est le nom de l'actrice, qui va très facilement entrer en contact avec ces jeunes filles. Il est évident que même en 1960, si c'est lui qui faisait ça, les jeunes filles lui auraient dit « Moi, t'es bien gentil, mais bon, tu peux aller te faire cuire un œuf. » Par contre, avec l'assistante, là, ça passe mieux. Elles sont en confiance. Cette femme leur dit, je vais te trouver une chambre, un appartement. Enfin, je vais te dépanner pour un truc ou un autre. Elles sont en confiance. La rabatteuse ramène dans le château. Et là, le chirurgien entre en scène. Donc, il va chloroformer ces jeunes filles. Donc, il y en a quelques-unes dans le film, l'une après l'autre. Prendre le visage. Alors là, on a une scène étonnamment gore, bien craspet, parce que c'est presque pire que dans Maniac de William Lustig, dont je vous ai parlé aussi dans mes petits René Château. Parce qu'il est là, alors il prend son crayon, là il fait le tour comme ça sur le visage de la jeune fille, puis après alors scalpel, puis alors on y va pendant un moment. Alors là c'est cours de chirurgie. Alors il y a même une personne qui était devant moi qui est partie. Un monsieur qui est parti, il s'est dit mais c'est horrible. Et c'est vrai, c'est assez surprenant dans ce film de voir une scène comme ça. On se croirait presque dans un cours de chirurgien. Donc faut un peu s'accrocher. Et en plus pour 1960, en noir et blanc, c'est vachement bien exécuté. C'est... Bon, faut un peu serrer les dents. Alors ça prend des plombes, comme ça il commence à couper, recouper, pince, l'assistante en question elle est là, alors elle pas de problème, pince, scalpel, pince, scalpel, ah oui alors faut soulever, alors hop, enfin bon bref. Bon alors ce passage là est un peu bien chaud quand même, mais enfin c'est marrant. Je voyais une dame qui tournait la tête comme ça en disant ah. Alors, je m'attendais pas à ça dans ce film-là, c'est bien crade. Sauf pour les étudiants en chirurgie. D'ailleurs, entre parenthèses, franchement, je les salue, je salue leur nerf d'acier. Parce que moi, je pourrais pas faire un truc pareil. Ah, c'est vraiment trifouiller dans la tripaille pour soigner les gens. Heureusement qu'il y a des personnes qui arrivent à faire ça. On ne peut que les louer. Voilà. Donc le visage, alors le problème, donc il prend ses visages sur ces jeunes filles, mais les greffons ne fonctionnent pas. Alors il faut à chaque fois une autre victime.
il y a des policiers qui enquêtent avec le tout jeune Pierre Brasseur, qui était tout jeune acteur à l'époque. C'est sympa. Alors, ensuite, donc au départ, la fille Christiane, donc elle a un masque. À un moment donné, on la voit sans masque, on voit un visage, même en noir et blanc, c'est assez marquant, tout tuméfié, tout boursouflé de chair, en fait. Et donc cette jeune fille Christiane accepte ce deal, on va dire cet état de fait, pendant un certain temps, mais à la fin elle ne l'accepte plus, donc elle va libérer la dernière victime avant qu'elle se fasse découper le visage par son père. Il y a toute une batterie de chiens aussi dans une partie du laboratoire médical. Elle va libérer les chiens vont dévorer son père va mourir comme ça, puis elle va partir comme ça. Je pense qu'elle accepte le fait de vivre avec un masque, et du moins c'est l'interprétation de la fin de ce film. Donc j'ai mis 4/6. Et pour terminer, nous avons eu un ovni, une révélation, un chef-d'œuvre, Azrael de Evan Louis Katz. Donc un film apocalyptique. Ça se déroule dans une immense forêt avec des gens qui sont muets, dont l'héroïne du film Samara Weaving, qui est une mannequin très belle actrice australienne, qui est donc l'héroïne de ce film. Alors dans cette forêt, il y a elle, Samara Weaving, un jeune homme, un black. Ils sont fiancés, on va dire, mais ils se font pourchasser par une espèce de tribu qui est muette aussi. Alors le film, il n'y a pas de dialogue dans le film, sauf à un moment donné où il y a un acteur qui lui parle, qui va rencontrer l'héroïne pendant un court instant, pendant une séquence du film, avec une voiture et de la musique, c'est assez marrant. Mais nous avons là un film très percutant, donc nous avons une chasse à l'homme. Donc cette héroïne et son fiancé sont chassés comme des animaux par une espèce de tribu qui est muette aussi. Et dans cette forêt, donc ils se font capturer, et dans cette forêt il y a des espèces de zombies, des espèces d'humanoïdes zombiesques particulièrement bien fichus, tout en très sombre comme ça, avec il y a une analogie avec les monstres dans The Descent, dont je vous ai parlé dans ma première vidéo du NIF 2024. Ça ressemble, alors ils sont à la fois zombiesques comme ça, puis en même temps peuvent être très rapides et ils sont attirés par le sang, donc ils vont attacher notre héroïne sur un siège comme ça, lui faire une coupure à la jambe, et puis ils vont attendre. Ils vont se tourner le dos comme ça, ils font une espèce d'incantation, puis il y a un de ces zombies qui arrive. Mais ça ne va pas se dérouler comme prévu. Donc la jeune femme va réussir à se libérer, donc il y a un autre qui va essayer de la rattacher, puis alors le film est très très gore, très intense, c'est un ultra movie, mais très très bien réussi, hein. Donc ça charcle, il y a de la tripaille, il y a du sang, des larmes, et c'est très teigneux. Donc l'héroïne va se libérer, puis sans arrêt elle va être recapturée, elle va se relibérer, son fiancé va être tué, enfin il y a des séquences. Et il y a dans ce film une espèce de... Donc la fameuse tribu, ils ont créé une espèce d'enclos comme ça, avec des barrières et des petites boîtes de conserve et des cloches au cas où les zombies se rappliquent, parce que donc ces fameux zombies sont attirés par le sang. Et il y a dans cet enclos une église, alors vraiment catholique, avec les bougies, avec tout, puis une espèce de prêtresse enceinte. Alors ce n'est pas vraiment la chef de la tribu, on va dire qu'elle est une espèce de personnage un peu symbolique comme ça, avec une belle robe blanche. Donc la chef de la tribu, c'est une autre femme qui semble comme ça, elle mène sa troupe pour absolument capturer nos deux héros, dont cette Samara Weaving. Et c'est vraiment très intense, donc
sans arrêt lutter. À un moment donné, elle est même enterrée vivante. Donc c'est un film très intense. Et notre héroïne va lutter, lutter. Alors ça, il y a du sang partout, ça charcle. C'est vraiment génial. Et elle va se venger, et ça c'est très jouissif, parce que, je veux dire, s'il l'avait accueilli, elle et son fiancé, en disant venez, on va vous protéger, il y a les zombies, on essaye de lutter contre les zombies, ça se serait passé très différemment, mais le film aurait été sans doute ennuyeux. Bref, donc elle va se venger et elle va semer le chaos. Alors, ce qui est passionnant dans ce film, c'est qu'il y a tout un tas de séquences de survival, on va dire, c'est aussi un survival, avec cette tension de notre héroïne qui est à la fois chassée par cette tribu d'êtres humains muets comme elle, et il y a le danger permanent des zombies qui apparaissent toujours à un moment donné. Dès qu'il y a une blessure, l'odeur du sang les attire et ils dévorent leurs victimes. D'ailleurs, quand ils attrapent un être humain, on va dire un des êtres humains de la tribu, il est dévoré comme dans le film de George Romero quand les zombies dévorent leurs victimes. Donc un espèce de survival bien trash, et l'héroïne fait tout pour survivre. Elle a une énergie débordante. Elle joue très bien, cette actrice, en plus d'être très belle. Elle aussi, comme Mia Goth, actrice et mannequin. On voit que les réalisateurs ne perdent pas le nord, quoi qu'on en dise. C'est toujours le même phénomène depuis des décennies. Et moi, ça ne me dérange pas, mais je remarque ça à la marge. Bon, tant qu'à faire, on prend les femmes les plus belles, ou supposait-elle. Et donc notre héroïne va lutter, elle va semer le chaos, elle va avoir sa revanche, elle va trouver un fusil, elle va dégommer un peu tout ce beau monde, créer le chaos, mettre le feu partout, détruire cet enclos qui était sécurisé. Et elle va arriver vers une lutte finale avec cette espèce de prêtresse qui est enceinte. Et on voit dans une séquence précédente qu'il y a déjà une petite bagarre entre elles, et ensuite la dernière bagarre à la fin, où elle se fait griffer. Donc la première bagarre, elle se fait griffer, et grâce au sang qu'elle a sur sa main, à un moment donné où elle se fait coincer par un de ces monstres à la Descent, il va sentir l'odeur de ce sang, et du coup il va la laisser vivre. C'est-à-dire à un moment donné où on se dit ça y est, elle est fichue pour de bon. Ça fait déjà 10 fois qu'elle échappe à la mort. Eh bien, elle y échappe encore, parce que le monstre, il sent cette odeur de ce sang de cette femme enceinte, et du coup, il la laisse en vie. Et ensuite, dans la bagarre finale avec cette fameuse prêtresse, qui ne se laisse pas faire du tout, il y a en plus la cheftaine de la tribu revient, on croit qu'elle est assommée, mais elle revient. Donc il y a une triple bagarre entre ces trois femmes. Et ce qui est phénoménal dans ce film, c'est qu'il y a la symbolique, mais sans explication. Il y a la symbolique chrétienne, mais elle est vierge, j'allais dire. Elle est vraiment, vous l'interprétez comme vous le souhaitez. Et surtout, cette prêtresse, donc elle meurt dans la bagarre, elle est tuée par l'héroïne, la cheftaine aussi. Elle met au monde son enfant, et quand l'héroïne prend l'enfant, on se rend compte que c'est le diable en personne. Et là, il y a vraiment une audace remarquable de la part du réalisateur, puisqu'il montre ce que, par exemple, Roman Polanski n'ose pas montrer, mais il décrit abondamment dans Rosemary's Baby, c'est-à-dire un bébé qui est le diable en personne. Et dans ce film-là, Azrael, c'est le nom du film, ce tabou est franchi, mais avec brio. C'est tellement bien réaliste. Donc l'héroïne se retrouve avec ce bébé diabolique, le diable, ce bébé diable dans les mains. Dans le chaos provoqué dans la tribu, les zombies envahissent le tout, bien évidemment. Ils sont là, ils arrivent dans cette chapelle, et ils ont une espèce de hurlement d'extase et de joie à l'avènement de cet enfant diabolique. Donc, sur le fond comme sur la forme, on a vraiment
un régal, un film audacieux, un film très punchy, un nouveau-né, une prêtresse, une église, une forêt indéfinie, une ambiance d'apocalypse. C'est vraiment un film remarquable, remarquable. Donc voilà, 6 sur 6 j'ai mis, c'est mon premier 6, peut-être le dernier, on verra. En tout cas j'avais mis aucun 6 en 2023. Mais je vous recommande donc vivement ce film Azrael de Evan Louis Katz, si vous avez la chance de le voir. Voilà, merci et à la prochaine.